Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de pagne, on va parler de sarong, on va parler de lungi, mais on va aussi parler de shorts et on va se demander comment ils en sont venus à les supplanter dans de nombreuses régions. En Thaïlande, à la fin des années 30, le dictateur Pibun Songkram, dans un souci de moderniser et de civiliser la société siamoise, va édicter de nouvelles normes vestimentaires. Il va interdire de se présenter torse nu pour les femmes et les hommes, et il va demander qu'on remplace le pagne traditionnel par des jupes pour les femmes et par des pantalons pour les hommes. Par des pantalons, mais aussi des shorts, et cette idée ne vient pas de nulle part. Pibun était fasciné par Benito Mussolini et Adolf Hitler, deux partisans du culte du corps, du sport et de la culotte courte, dont ils ont fait la promotion, notamment chez les jeunesses fascistes et hitlériennes. Sur le même modèle, Pibun va créer le Yuchawan Tahan, une troupe de jeunes gens de moins de 22 ans qui seront envoyés combattre l'invasion japonaise au sud du Siam en 1941 et dont l'uniforme est constitué d'un short et d'une chemise. Parce que c'est dans l'armée et dans les mouvements paramilitaires que le short va faire son entrée depuis les milieux sportifs où il était encore confiné. Au début du XXe siècle, les pantalons longs qui étaient encore fréquents sur les courts de tennis et les terrains de foot vont progressivement se raccourcir jusqu'à atteindre la forme du short qu'on connaît aujourd'hui. Et le vêtement intermédiaire sera la culotte longue avec des chaussettes hautes qu'on trouvera sur les terrains de rugby. C'est à peu près à la même époque que la marine britannique, alors postée dans l'archipel des Bermudes, va autoriser ses soldats à raccourcir leurs pantalons en adéquation avec le climat chaud de la région, un pantalon raccourci qu'on appellera plus tard le Bermuda. Et progressivement, on va voir les armées occidentales postées dans les régions chaudes adopter le Bermuda et le short. Ça va être le cas de l'Afrika Korps allemand, de l'armée italienne en Afrique, de l'armée britannique en Inde et de l'armée coloniale française. Déjà au XIXe siècle, la mode anglaise d'habiller les enfants avec des culottes courtes avait touché plusieurs régions du monde, dont la France, et cette mode était liée à une conception hygiéniste. Dès le milieu du XIXe siècle, des médecins occidentaux ont développé l'idée que pour être en bonne santé, il fallait exposer son corps à la nature, au soleil et au grand air, en rupture avec les conceptions antérieures qui associaient ces notions au monde paysan. C'est en partie ce qui a mené au tourisme britannique sur la Côte d'Azur, sur la promenade des Anglais de Nice, où ils venaient respirer l'air hivernal méditerranéen. C'est aussi à cette époque que va apparaître le scoutisme et ses célèbres uniformes, qui vont avoir un grand succès au Siam, où le scoutisme a été promu par Ramassis. Il fait d'ailleurs toujours partie de l'uniforme scolaire en Thaïlande. C'est aussi ces notions hygiénistes qui vont mener au naturisme, un naturisme dont les nazis feront l'éloge après l'avoir réprimé. Bref, être moins habillé, être en short, c'est prendre soin de son corps. Et progressivement, le short va perdre sa symbolique militaire, sportive ou infantile, pour devenir un symbole de jeunesse, de vitalité, de bonne santé, de loisirs et de vacances. Et plus spécifiquement de vacances quand il fait chaud. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre pourquoi on habillait nos enfants en culottes courtes, même par moins 10 degrés, comme il est difficile de comprendre pourquoi quand il fait chaud, certains restent habillés de vêtements longs. On trouve des populations bédouines de Palestine ou des populations du Sahara comme les Touaregs, qui portent des vêtements longs et amples malgré la chaleur. À l'opposé, on a les Khoisan ou les Himba des déserts d'Afrique australe, qui eux s'habillent le plus léger possible dans des conditions climatiques un peu similaires. Parce que les habitudes vestimentaires des humains ne sont pas rationnelles, elles sont culturelles et parfois symboliques. Et en Asie, un des traits vestimentaires qu'on trouve un petit peu partout est un pagne plus ou moins long, ceinturé autour de la taille et qui va prendre des noms différents suivant les régions. On l'appelle le sarong en Malaisie, le sin en Thaïlande, le malong aux Philippines, le lungi en Inde du Nord et le mundu en Inde du Sud. Dans le Kerala, un État multiconfessionnel, terre historique du communisme en Inde, le mundu va être porteur de spécificités. Il est porté par les hommes, quelle que soit leur caste, leur religion ou leur appartenance politique. Et ici, on voit des communistes malayali manifester dans une vidéo que j'avais faite il y a une dizaine d'années à Eriyalakuda, au Kerala. Le mundu blanc est porté au quotidien par la plupart des hommes du Kerala, mais encore plus lors des occasions et des cérémonies. Et si vous faites attention, vous verrez que les hindous et les chrétiens ont tendance à plier le mundu sur leur droite et les musulmans à le plier sur leur gauche. J'avais déjà parlé de l'importance symbolique de la gauche et de la droite ici. Et même s'il est souvent remonté au-dessus du genou en situation informelle, ce pagne est porté long en signe de respect,
devant les femmes et les anciens, et encore plus en contexte sacré. Parce qu'en Asie, il y a un lien fort entre le pagne et la spiritualité. Un Malayali chrétien favorisera le pagne pour aller à l'église, pour aller à la mosquée s'il est musulman, et c'est obligatoirement en pagne qu'il se rendra au temple s'il est hindou. Parce que le pagne est le vêtement masculin du Kerala, mais surtout parce que c'est un vêtement lié au sacré un peu partout en Asie. C'est pour cette raison que dans le monde malais, les musulmans vont porter un sarong pour prier, même si leur tenue est déjà adaptée à la prière. Et même souvent, ils portent un sarong court porté sur un pantalon, qui du coup n'a qu'une fonction esthétique ou spirituelle. Alors une des particularités de ce sarong dans le monde indonésien, dans le monde malais, c'est d'être cousu. Donc ça fait une espèce de tube qu'on va enfiler, alors que quasiment tous les autres pagnes de la région sont des grands rectangles de tissu qui ne sont pas cousus. Et ça pour être en accord avec un principe hindou qui considère comme impur un tissu qui a été percé par une aiguille. Mais c'est un autre sujet. En Thaïlande, on va trouver des pagnes sous la forme de pakaoma, utilisés en contexte sacré dans la boxe thaï, ou par des officiants, que ce pagne soit porté à la ceinture ou sur l'épaule. Et on peut considérer les rubans qui entourent les arbres sacrés en Thaïlande comme entrant dans cette même catégorie. On pourrait même dire qu'ils sont les pagnes des arbres sacrés. Et c'est encore plus évident avec les arbres sacrés de Bali, où là on voit clairement un pagne qui entoure cet arbre. Le pagne entre dans la conception indienne et hindoue du sattva, de la bonne conduite, de l'attitude vertueuse, et c'est encore plus le cas quand il est plié de façon à former deux jambières, ce qu'on appelle le dhoti en Inde, qui lui est pleinement sattvique. Porter un longuet ou un dhoti, c'est donc s'habiller de façon à obtenir les qualités supérieures de l'équilibre et de la pureté, en accord avec les concepts du dharma, et de rejeter le rajatama, qui est la porte ouverte à l'ignorance et à la passion. C'est pour ça que les statues des divinités de l'Inde ou de l'ancien monde khmer portent des sarongs ou des dhotis qu'on appelle Sampot Chokben au Cambodge. C'est un vêtement unisexe passé au Siam où on le nomme Pa Chung Ang, qui fait partie du Chot Thai, le vêtement traditionnel siamois qu'on voit encore pendant certaines cérémonies, notamment lors des mariages. Et même si aujourd'hui les boxeurs du Muay Thai portent des shorts, les vieilles photos nous montrent qu'ils portaient un sarong ou une sorte de dhoti dans le passé, un peu dans le genre de celui qu'on peut voir sur les bas-reliefs khmer de la cité d'Angkor. Aujourd'hui encore, les combattants du Pencak Silat du monde malais portent un sarong sur leurs pantalons, et les adeptes du Kalari Paliato, l'art martial du Kerala, portent un pagne ou un dhoti tenu par une bande de tissu très serrée. On soupçonne par ailleurs le Kalari Paliato d'être la source de la plupart, voire de tous les arts martiaux asiatiques. En Inde, c'est pour renouer avec l'habit traditionnel et les valeurs qui lui sont attachées, que le très british Mohandas Gandhi, après avoir été éjecté d'un wagon interdit aux gens de couleur en Afrique du Sud, est revenu au dhoti qui deviendra un de ses éléments distinctifs. C'est ce vêtement qui permettait à Churchill, qui détestait Gandhi, de l'appeler le fakir à demi nu. Mais le dhoti était aussi le vêtement porté par Keshav Baliram Edgewar, le fondateur du RSS, le mouvement de l'extrême droite hindoue, dont un des membres finira par assassiner le Mahatma Gandhi. Le RSS, c'est un mouvement nationaliste indien, lui aussi inspiré des jeunesses fascistes et hitlériennes. L'uniforme de ce collectif paramilitaire est constitué à l'origine d'une chemise et d'un short kaki, un mélange de la tenue des chemises brunes et de l'armée britannique qui évoluera dans le temps. En 2016, ce parti a abandonné le short trop large pour un pantalon kaki toujours aussi martial. Le Premier ministre indien actuel, Narendra Modi, a été membre du RSS et il en est toujours très proche. Mais il a troqué il y a longtemps le short pour un pagne, ou le kurta pajama, un vêtement d'inspiration moghole constitué d'un pantalon étroit et d'une longue tunique. Un peu plus loin dans la région, pendant la colonisation néerlandaise en Indonésie, des lois ont essayé d'interdire aux Hollandaises le port du sarong par peur d'assimilation culturelle avec les indigènes, et elles ont fini par développer leurs propres motifs pour se distinguer des femmes locales, ce qui a mené au négoce du batik et du wax en Afrique de l'Ouest, comme l'avait bien expliqué Nyamke dans cette vidéo. Produits hollandais, mais avec une adoption qui va être extrêmement rapide et qui va s'étendre vraiment à pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. Le pagne, c'est évidemment pas un vêtement uniquement asiatique. On connaît par exemple le pareo tahitien, le lamba malgache, le kikoi swahili ou le shuka maasai, mais je crois qu'ils ne contiennent pas la symbolique qu'on va trouver en Asie.
Au Proche-Orient, on trouve une pièce de tissu qui peut servir de pagne et qui s'appelle فوطة. Fouta. C'est un mot arabe qui a été emprunté au persan, qui le tient lui-même du sanskrit pota, qui signifie vêtement. Le mot fouta a beaucoup voyagé. On le retrouve dans le bulgare fouta où il signifie tablier, dans le russe fouta Fata. où il signifie un voile, mais surtout en arabe où il signifie serviette, comme c'est le cas en égyptien, en tunisien ou en marocain. Mais dans la péninsule arabique, il prend le sens de pagne et il peut être porté sous la djellaba et il est alors appelé izar. Et on va le retrouver sous la forme d'un lungi, par exemple au Yémen, à Djibouti ou en Somalie, où il va s'appeler saroun, la prononciation locale du mot sarong qui nous ramène en Asie. Parce que le mot sarong vient du malais sarong, qui signifie couvrir, un mot qui peut-être lui aussi est d'origine indienne. Alors dans ce sujet ici, j'ai surtout parlé du pagne dans sa version masculine, mais il y aura encore plus à dire sur la version féminine du pagne, que ça soit le sari des Indiennes ou le shiromani des Anjouanaises. J'espère que j'y reviendrai un jour. Mais pour conclure, il me semble important de relever un point, c'est le fait qu'en Asie, la partie inférieure du corps est dévalorisée au profit de la partie supérieure du corps qui, elle, est valorisée. C'est certainement pour ça que traditionnellement, les jambes et surtout les cuisses sont couvertes et que le torse peut être dénudé en partie ou en totalité. On connaît le ventre apparent des Indiennes en sari, et au Kerala, les hommes se présentent torse nu au temple. Les peintures, les statues et les bas-reliefs d'Asie du Sud-Est regorgent de femmes représentées avec la poitrine découverte, mais jamais avec le bas dénudé. Et suite aux colonisations et à la modernisation du type de celle mise en place au Siam par Pibun, on a progressivement incité les gens en Asie à se couvrir le haut du corps tout en dénudant le bas, ce qui ressemble vraiment à une inversion de valeur, un véritable bouleversement anthropologique. Bon, vous l'aurez compris, je ne porte pas le short en grande estime et j'espère que le pagne fera son retour dans les régions d'Asie où il a été supplanté par le short, notamment en Thaïlande où on voit quasiment plus que les musulmans et les campagnards porter le pagne. Voilà, merci d'avoir suivi ce portrait un peu à charge du short. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette publication. Et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Bye bye.